S'il y a une chose qui a occupé une place importante dans nos histoires et qui continue d'être un sujet de débat aujourd'hui, c'est bien la virilité. Là, je le vois, il commence à faire chaud, les plages commencent à se bonder, quelques jeunes hommes dégrafent leur corsage suite à quelques séances de musculation. La virilité, qu'est-ce donc? On peut bien entendu donner une définition purement biologique en expliquant que ce sont simplement les attributs physiologiques définis par l'hormone de la testostérone chez un individu, et jusque-là, personne n'aurait tort, mais force est de constater que celle-ci occupe une place plus subtile. La psychologie évolutionniste nous explique quant à elle que l'homme des cavernes était un pourvoyeur de ressources pour les femelles. Les grands textes anciens nous parlent, eux, de héros victorieux partis à la guerre ou en ayant accompli des hauts faits et des prodiges par leur force et leur courage. Aujourd'hui encore, nous regardons des films de super-héros en collant, qui ne font rien perdre à leur virilité et qui représentent la force physique des anciens héros poussés à l'extrême. Dans toutes les histoires de l'Antiquité à aujourd'hui, le membre viril même a été glorifié, fut l'objet de nombreux cultes. La virilité, bien qu'elle soit naturelle, est donc un concept dissident, sulfureux, dont les différentes considérations ont été célébrées ou avilies. Quelle était notre vision de la virilité à travers les époques et qu'en est-il aujourd'hui? Et surtout, en quoi cela nous affecte-t-il tous? Commençons par les grandes traditions et l'Antiquité. Les traditions indigènes hindouistes les plus anciennes ont érigé des monuments appelés lingam, édifices en forme de phallus, sans nul doute représentant la puissance de Shiva et sa fertilité. Pendant les cérémonies, un lingam actif est humidifié et on lui apporte des offrandes en boissons et nourriture. Il existe plusieurs sortes de lingam. Pour certains, c'est un monument dressé. Pour d'autres, plus récents, il s'agit d'une représentation de la puissance phallique. Ces représentations, alors qu'elles sont le symbole tout-puissant de la spiritualité hindouiste, furent découvertes par les musulmans pendant leur invasion qui décrétèrent en tant que religion iconoclaste que ces œuvres étaient impies et en détruisirent autant que possible. L'Occident également, en mission évangéliste, relate leur voyage où ils virent des monuments jugés impurs, obscènes, pornographiques. Et pourtant, nous aussi, nous avons nos propres concupiscences dans nos mythes, puisque nos efforts pour châtier une chose dans le pays voisin n'est jamais que pour oublier nos propres vices. Surtout que nous, occidentaux judéo-chrétiens, nous avons, en plus de Dionysos, un certain Priape, dieu des plaisirs et des jardins, avec des jambes et des cornes de bouc. C'est le responsable de toute végétation luxuriante et de tout arbre poussant à une vitesse vertigineuse. D'où le parallèle certainement avec une autre chose poussant à vitesse vertigineuse qui est sa verge. À travers l'image et le symbole, la virilité est représentée de manière directe, pragmatique par l'intermédiaire du membre viril, un membre externe, visible par tous, fièrement dressé et triomphant de fertilité chez le dieu qui en est l'heureux propriétaire. D'ailleurs, on le sait, dans nos inconscients, il y a notion de propriété vis-à-vis de notre organe. Sinon, nous n'aurions pas pris soin de parsemer notre langue d'une si grande quantité de mots pour en parler. Maintenant, laissons ce pragmatisme bassement terrestre de côté et pénétrons, sans mauvais jeu de mots, plus à même dans le symbolique et évoquant la figure du héros. La figure du héros mythologique est censée être avant tout un exemple, puisqu'il est un parangon de virilité pour les jeunes gens. Un héros est un homme ou une femme qui fut capable de dépasser son histoire locale et ses limites et d'obtenir la validation de plusieurs générations. Le héros est une figure glorifiée, rendue universelle par ses prouesses physiques ou psychiques. Le héros est opposé à l'antagoniste, presque toujours représenté par un monstre tyran. On peut citer Gilgamesh contre Humbaba, Hercule contre l'hydre de Lerne, Thésée contre le Minotaure. Le monstre tyran représente nos vices, nos péchés, notre brutalité naturelle incarnée en un seul antagoniste que le héros devra affronter pour expier les hommes et leur montrer le bon chemin à suivre. Donc ici, la virilité n'est pas une espèce de montagne de muscles, ce sont des valeurs comme le courage et la détermination, l'autodiscipline, utilisées pour lutter contre nos pentes humaines, nos ennemis internes comme la sauvagerie ou la brutalité, réifiées
glorifié en un ennemi externe sous forme de monstre tyran qui sera vaincu pour donner l'exemple. La virilité antique est glorifiée pour le courage et la détermination du héros qui représente ces valeurs, dont la saillance des muscles sont simplement à l'aune de ces valeurs morales. Il n'y a simplement pas de séparation entre force physique et force mentale dans les représentations. La virilité permet également de transcender son déterminisme vers l'émancipation. Prenons Ulysse. Ça n'est pas grâce au dieu qu'il a pu regagner Ithaque, où il aurait pu se laisser bercer passivement dans une petite barque. Il a dû prendre en main son libre arbitre et faire preuve de courage, de force et de ruse. Un aspect important de notre rapport à la virilité, présent dans toutes les civilisations, est le rite initiatique. Une personne est soumise à une épreuve pour être validée par le clan et reconnaître son passage vers un statut social supérieur. De ce fait, un jeune homme devra faire ses preuves pour être reconnu comme un homme parmi les siens. Ces rites de passage structurent la vie du jeune homme en plusieurs étapes. On retrouve cela dans le Code des chevaliers, où le jeune homme commence page, commence à se renforcer physiquement et moralement avant de passer une série d'épreuves, suivies d'une cérémonie qui validera son entrée dans la chevalerie. Entre parenthèses, il est intéressant de voir que tous les rites de passage forment un scénario étrangement similaire au schéma narratif de Vogler, utilisé dans les histoires d'aujourd'hui dont je parlerai plus tard, qui est la situation initiale du jeune homme, la crise, la mort imminente et sa renaissance. En effet, la vie du jeune homme est mise en danger, symboliquement ou non, et c'est pour cela que son existence sera d'autant plus validée après l'épreuve. Cela a été intériorisé dans notre civilisation en admettant que la prise de risque est un comportement virilisant, on appelle cela l'ordalisme. On peut donc citer la cryptie spartiate qui consiste à ne donner aux jeunes soldats que des vêtements et un peu de nourriture lâchée en pleine nature pour y tuer les meilleurs ilotes. Chez les tribus Maoué, les jeunes garçons doivent mettre leurs mains dans un gant rempli de fourmis agressives pendant 10 minutes pour prouver leur courage. Et bien sûr, à l'âge adulte, les guerriers Maasai devaient prouver leur virilité en tuant un lion à l'aide d'une seule lance. Ici, nous retrouvons bien sûr le courage, la force et la prise de risque, mais parfois la pente autodestructrice peut faire surface. Des rituels comme le Ukwaluka exigent des garçons d'être privés de nourriture pendant plusieurs jours et beaucoup viennent à mourir. En Papouasie, chez les Matosa, le jeune homme doit accepter qu'on lui introduise des flèches pointues dans la langue, sans quoi il ne sera jamais reconnu comme un vrai homme. Une sorte de côté sombre de l'épreuve de force. On retrouve d'ailleurs cette survalorisation du rite dans la pègre et les gangs mafieux. Dans les triades chinoises, l'initié doit boire son propre sang mélangé à celui des autres membres avant d'être accepté dans le gang. Et pour faire partie de la Mara en Amérique centrale, vous devez vous faire passer à tabac par le gang pendant 15 secondes. Certainement que ça apprend à encaisser les coups. Outre ces phénomènes de gang que l'on peut voir comme des overdoses d'épreuves de force, la virilité c'est aussi et surtout une valeur abstraite qui est transmise de génération en génération et surtout de père à fils. Chez les aborigènes, le père effraie son fils en lui racontant que le dieu serpent viendra lui mordre sa verge pour l'engloutir. Le père émascule symboliquement son fils et dans l'épreuve de force que passera le fils, il devra retourner la situation et surpasser son père par la force physique ou psychologique. Les vestiges de ces histoires se retrouvent dans les analyses de notre cher Freud, nous disant que le fils veut symboliquement tuer son père par jalousie, car c'est lui qui détient la puissance virile. Seulement, Freud pense que c'est un état des lieux naturel. Il faut rappeler qu'au contraire, ce sont nos histoires ancestrales qui castrent symboliquement le fils, ce qui justifie qu'il doit conjurer cette castration en faisant ses preuves, en détrônant symboliquement le père pour récupérer sa virilité. Même dans la chevalerie dont j'ai parlé, la cérémonie de validation consiste à ce que le tuteur du jeune noble lui donne ses vêtements, armure et épée, avant de le frapper violemment à la nuque, appelée la collée, une sorte de soumission paternaliste et hiérarchisante. Dans la mythologie grecque, Ouranos, titan primordial, règne sans partage et emprisonne ses enfants jusqu'à ce qu'ils se fassent émasculer, trancher les parties génitales par Cronos, son fils, qui prendra sa place. Cronos, à son tour, se fera détrôner car Zeus, son fils, l'émasculera de manière abstraite en le faisant vomir. En le faisant vomir, il libère ses enfants prisonniers. Donc symboliquement, c'est tout comme s'il
lui avait tranché les testicules, et Zeus devient maître de l'Olympe. Et cette génération-ci, Zeus ne se fait pas prendre au jeu et ne se fait pas détrôner par ses enfants. Il garde le contrôle en partageant son pouvoir et les terres qu'il lègue aux autres dieux ou aux autres mortels. Il responsabilise chacun et on sort du cycle infernal du patricide. Ce mythe patriarcal nous explique ici que la masculinité ne consiste pas à tyranniser chacun et abuser de son pouvoir, mais de partager, protéger et responsabiliser. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, les attributs physiologiques et objectifs associés à la virilité sont et seront toujours là, mais ils prennent des formes adaptées à notre époque. Les attributs symboliques et subjectifs associés à la virilité vont et viennent au gré des mœurs et des époques. Exemple, à la Renaissance, le rose, considéré comme un rouge pâle, était la couleur emblématique de la masculinité. De nos jours, elle est généralement considérée comme une couleur associée aux filles en Occident. Alors que la couleur rouge a toujours été et sera toujours la représentation de la passion et du dynamisme, car les tenants sont physiologiques. Nous pouvons classer de grands concepts fondateurs accolés à la virilité que nous avons vus dans les rituels que sont la force, le courage, la maîtrise, l'honneur, la prise de risque. Il est maintenant communément admis que certaines femmes ont aussi su faire preuve d'une certaine virilité. Le plus important est que ces femmes, pour arriver au pouvoir, ont dû développer des attributs propres à la virilité hormonale qui développe l'assertivité et la lutte pour prendre son pouvoir. Cléopâtre première du nom dans l'Antiquité, ou plus récemment Élisabeth II, puis plus tard Margaret Thatcher, qu'on surnommait la Dame de Fer. Ces femmes ont su faire preuve d'un caractère fort et d'une grande détermination, bien plus qu'un homme moyen d'aujourd'hui affalé devant Netflix n'aurait pu en présenter. Jack Donovan nous explique que l'homme civilisé aujourd'hui ne peut plus faire la guerre, ne peut plus exercer sa violence comme jadis, et que l'honneur est devenu un concept désuet pour nous occidentaux, que les individus frustrés dans leur virilité cherchent une compensation dans les jeux vidéo violents ou en regardant un match de rugby à la télé, alors qu'un homme en action tente de s'inspirer de cette virilité dont il est encore inconsciemment en quête, en canalisant sa violence inhérente à son genre, en faisant du sport ou en lisant des biographies ou des histoires de héros d'aujourd'hui et d'avant. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette analyse, ce sont les concepts de virilité simulée, virilité indirecte et virilité intellectuelle. L'agressivité vis-à-vis des entreprises pour leurs concurrents et la prise de risque dans le domaine de la bourse ou de la finance sont pour lui une intellectualisation de la virilité. La compétition en sport et les sportifs de haut niveau agissent en fonction d'une virilité ancienne, antique, resimulée dans notre société pacifiante. D'ailleurs, étrangement, aujourd'hui, d'anciennes traditions autour de la virilité refont surface. On peut citer la cérémonie de la barre de fer au Japon, qui était anciennement un ode à la fertilité masculine, étouffée par la christianisation en Asie. Elle réapparaît de cela quelques décennies de manière popularisée, avec cérémonies et rituels très traditionnalisés pour souhaiter la fertilité et la bonne santé sexuelle aux jeunes hommes. Certains auteurs, quant à eux, pensent que la virilité est en danger dans notre culture actuelle, justement par manque de conflits directs et par incitation à la surconsommation dans tous les secteurs. Éric Zemmour, journaliste essayiste controversé s'il en est, nous parle dans Le Premier Sexe d'une féminisation de masse organisée par nos industries pour des raisons tout simplement commerciales. Il faut créer des consommateurs, l'homme n'étant pas grand consommateur et rationnel dans ses achats. Il faut le féminiser, le pousser à vouloir exprimer ses émotions plutôt que de les maîtriser, l'inciter à pleurer, à écouter ses pulsions, son instinct, arrêter de trop réfléchir et écouter ses intuitions et ses envies. Tout ce conditionnement mental étant bénéfique pour encourager l'homme à devenir irrationnel et à sombrer dans ses pulsions d'achat. Nous sommes toujours à la recherche de modèles héroïques pour nous inspirer. Aujourd'hui également, nous avons le cinéma pour vivre l'héroïsme par procuration. Les films de péplum comme Gladiator ou même de super-héros comme Avengers, avec des parangons de virilité, ainsi que des jeux vidéo où vous incarnez vous-même le protagoniste, constituent une imagerie atavique de projection de nos fantasmes que nous traînons depuis l'Antiquité, où nous nous identifions aux héros dont il nous est raconté les légendes. Il y a 3000 ans par les Aèdes, aujourd'hui par le cinéma. Iron Man est une modernisation de la figure du héros. Thanos, une adaptation du monstre tyran absolu. La Man Cave
est un autre exemple que j'ai trouvé amusant et totalement contemporain. C'est un concept très en vogue en Amérique et les hommes mariés avec des enfants ont souvent recours à cette pratique. Il s'agit d'aménager une pièce de la maison où il pourra se retirer hors de sa famille et se retrouver avec lui-même dans cette pièce avec billard, bar à bière, fauteuil en cuir et tout symbole fort et archétype qui permet à l'individu de revivre sa virilité à travers des objets. Mais ces objets étant des artefacts d'archétype de masculinité occidentale, c'est une sorte de sas d'un retour à la virilité infantile et fantasmée d'un individu qui se considère castré et pense avoir sacrifié sa virilité et fait des concessions pour sa famille. En conclusion, oui, la virilité implique la prise de risque, la hiérarchisation, une démonstration de courage et de force physique et morale, ces comportements étant temporisés, inconscientisés par notre culture, où ils prennent des formes indirectes, intériorisées, compensatoires. Le réel danger mental, selon moi, sera de confondre tendance naturelle et conditionnement culturel. Certaines thèses de nos jours diluent tous nos comportements en conditionnement culturel. Un petit garçon veut jouer à la guerre, est turbulent et a tel ou tel comportement parce qu'il aurait été éduqué comme ça. Au contraire, via le seul langage des hormones, il y a un comportement déterminé chez l'homme que l'on repère dans toutes les cultures du monde entier, comme nous l'avons vu, mais canalisé d'une certaine façon en fonction de la culture. Toutes les cultures primaires ou tribales que nous avons étudiées ne rejettent pas le rôle naturel de la virilité, elles l'acceptent, font avec, la célèbrent même. Il n'y a que dans notre culture occidentale où le déni de la virilité, pire, son exagération est rabâchée. Aujourd'hui, les barrières hommes-femmes sont invisibilisées, la femme moderne travaille, gagne sa vie, a les mêmes droits moraux que l'homme, pour le meilleur, mais il ne faut pas confondre égalité et dilution des caractères naturels. Il devrait être de notre devoir d'honnêteté intellectuelle de discerner nature et culture et d'accepter le rôle de la nature dans notre culture et de ne pas systématiquement tirer la couette dans le sens de la culture par péché d'orgueil. Oui, la virilité est également accompagnée aujourd'hui de couches de définition et ces définitions qui contiennent une portion plus ou moins importante de la virilité à l'état brut. On ne peut plus se permettre d'aller chasser le lion et de montrer qu'on sait prendre des risques, alors on prend des risques en investissant en bourse. On ne peut pas se permettre de fracasser d'un coup de gourdin nos adversaires pour montrer que nous sommes dominants, alors on se bat dans des concours d'éloquence avec notre plus belle verve. Et il n'y a rien de plus dévirilisant que de passer sa journée à faire de la comptabilité avec un salaire de SMIC tous les mois. Alors on compense en regardant un match de foot où des hommes passent à l'action à notre place, ou on joue à des jeux vidéo pour revivre psychologiquement une certaine puissance symbolique. Nous l'avons vu, le gorille macho et brutal surgit lorsque la virilité est blessée et que l'individu devient irrationnel. Othello finit par tuer Desdémone en l'étranglant après avoir été étouffé lui-même par jalousie, tandis qu'Héraclès tue sa femme Mégara et ses enfants par folie. Ce sont des exemples de virilité blessée. Accepter celle-ci comme faisant partie de nous-mêmes rendrait l'individu plus calme et plus serein, plus attentif à ce qu'il est, car toujours mieux connecté à sa nature profonde. Nous pouvons plutôt voir la virilité comme un outil pour accomplir des choses nobles, poursuivre ses ambitions, savoir s'imposer et défendre symboliquement son territoire, tout comme la féminité est essentielle et vient compléter ce partenariat chez notre espèce, comme chez toutes les autres. Et c'est pour cela que nous aurons l'occasion de parler de féminité au prochain épisode.